Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Merci de nous rejoindre sur Polynésie la première. Voici les titres de ce journal. Thierry Barbillon et l'ancien gérant du UT Marc Ramel enfin libres mais placés sous contrôle judiciaire. Quant à Sabine Boiron, elle est maintenue en détention en attendant leur procès en appel en janvier prochain. Attention aux arnaques à la location sur Internet, car cela peut aussi vous arriver. Découvrez dans ce journal le témoignage d'un propriétaire qui s'est fait escroquer par son locataire. Ensuite, nous irons du côté des Australes où la population de Rurutu n'a plus de carburant. L'unique station de l'île a tout simplement fermé sans prévenir, mettant en péril toute l'économie de l'île. Pourquoi le coût de la vie en Polynésie est-il 38% plus cher qu'en métropole? Un rapport de l'autorité polynésienne de la concurrence pointe du doigt les marges commerciales réalisées par les importateurs. Avec nous sur ce plateau, Stéphane Ratino, il nous expliquera pourquoi est-ce que le prix du panier moyen a flambé depuis 2010. Enfin, les Tuamotu sont à l'honneur ce lundi. Au cœur du Fénois vous emmène sur l'atoll de Tatakoto où les habitants nous dévoilent leur méthode écolo pour préserver leur île. Mais avant d'aller plus loin, une vingtaine de tombes du carré militaire au cimetière de l'Uranie ont été vandalisées. Dans un communiqué transmis aux médias cet après-midi, le haut-commissaire de la République, Dominique Saurin, condamne les graves dégradations commises. Une enquête a été ouverte par le parquet pour identifier les responsables. C'est la première fois que de tels actes sont commis en Polynésie française. Au chapitre judiciaire, je vous le disais, Sabine Boiron reste en Outania. Quant à Thierry Barbillon et Marc Ramel, la Cour d'appel a accordé leur demande de remise en liberté. Une petite victoire pour l'avocate de l'homme d'affaires. Et l'on retiendra cette phrase. Les faits qui sont reprochés à M. Barbillon ne concernent ni l'AIS ni le proxénétisme et ne sont pas du tout graves. Fin de citation. Thierry Barbillon et l'ex-gérant du UT ont tous les deux interdiction de quitter le territoire. Axel Mézinel, Hubert Liao. Ce matin, les amis et la famille de Thierry Barbillon avaient fait le déplacement. Alors quand la présidente de la Cour d'appel prononce sa libération, c'est le soulagement. Soulagement également de maître Marie Eftimi-Spitz, l'un de ses conseils. Je pense qu'il faut rappeler que les faits qui sont reprochés à M. Barbillon sont très incertains et qu'il ne peut pas être condamné pour un contexte qui ne lui est pas imputable, ni AIS, ni proxénétisme le concernant. Donc nous sommes sur des faits qui ne sont pas graves en soi. Et il faut surtout regarder s'ils sont réels. L'homme d'affaires poursuivi pour recours à la prostitution de mineurs et corruption de mineurs est placé sous contrôle judiciaire. Il a remis son passeport et devra se présenter toutes les semaines à la gendarmerie. Même jugement pour l'ancien gérant du UT. Pour son avocat, maître Dominique Bourillon, les juges ont appliqué le droit. On est revenu un peu à la raison. Je pense que la Cour a compris que le premier jugement était un peu excessif. Et puis surtout, ça va nous permettre de travailler avec lui son dossier d'ici l'audience de la Cour d'appel. Donc je trouve que c'est une décision raisonnable et juste. Sabine Boiron, soupçonnée notamment de proxénétisme de mineurs, reste en prison. Sur le fond, le procès en appel de ce dossier de proxénétisme et de trafic d'AIS aura lieu les 28 et 29 janvier prochains. Voilà une affaire à suivre. Il fallait s'y attendre. Les arnaques à la location saisonnière font leur apparition à Tahiti. Imaginez que vous investissez dans l'achat d'un bien, vous le mettez en location et que votre locataire, à votre insu, le sous-loue. C'est ce qui est arrivé à un propriétaire. Depuis 2015, il loue un F2 à une femme qui, 4 mois plus tard, a arrêté de payer ses loyers. En fait, elle avait mis son appartement en location pour des touristes sur le site Booking. L'enquête d'Axel Mézinel et Méritou Matariri. Vous louez pour quelqu'un d'autre, vous êtes une intermédiaire, je comprends pas. Oui, c'est ça. C'est un mensonge, cette femme n'est pas une intermédiaire. C'est une locataire qui a décidé de sous-louer son appartement sans l'accord du propriétaire. Et le propriétaire du bien, c'est lui. Ces 5 derniers mois, sa locataire ne le payant plus, il s'est donc renseigné et a découvert la supercherie. En faisant une visite physique, en allant à mon appartement, je suis tombé nez à nez avec des clients. Des clients qui venaient louer l'appartement pour une nuit. Donc j'ai demandé suite à ça à mes voisins ce qu'il en était. Donc ma locataire en fait avait annoncé à mes voisins que j'avais quitté le territoire. Et a priori la location se porte très très bien dans mon appartement. Ils ont vu beaucoup de passages. Nous décidons de nous faire passer pour des clients. C'est une femme chargée du nettoyage de l'appartement et de l'accueil des touristes qui nous reçoit.
La place parking, ça sera au sous-sol. Il y a la piscine au bout du parking. D'accord. Tu auras un bip pour le grand portail en fait. Le bien a du succès sur le site Booking. En 3 ans, des touristes venus de Suède, de Chine, d'Argentine ou encore de Slovénie y ont séjourné sans que le propriétaire ne s'aperçoive de rien. D'un côté, la personne à qui j'ai loué mon bien ne me règle pas mes loyers. Et de l'autre, elle touche des loyers de sa propre activité. Donc en fait, j'ai le sentiment d'avoir investi pour cette personne. Voilà, j'ai acheté un appartement et elle en tire, je paye les charges dessus, je paye mon crédit et elle touche les bénéfices de son activité. Depuis ce tournage, le propriétaire a récupéré son bien et sa locataire indélicate a commencé à lui rembourser les loyers impayés. Selon nos informations, elle sous-loue d'autres appartements dont certains avaient été confiés à des agences immobilières. Voilà, il est difficile pour l'instant d'évaluer le nombre de propriétaires qui ont été victimes car ce type d'affaires dépend de la juridiction civile qui gère les affaires privées. Aux Australes, la population de Rurutu souffre de la pénurie de carburant. Cette fois, l'unique station de l'île a carrément fermé sans avertir. Il y a 2 semaines, le tourisme est au point mort et toute l'île fonctionne au ralenti. En attendant le précieux ravitaillement, la population se fournit auprès de la mairie, mais plus pour longtemps. Le reportage à Rurutu de notre correspondant Temoir Itaputu et Thomas Teriteporuwarai. Au champ du Coq, la seule station d'essence de l'île montre des signes de réel dénuement. Nous sommes à l'autre bout de la Polynésie, le carburant ne coule plus de source. C'est d'ailleurs la goutte qui fait déborder le vase et ici comme ailleurs, la pénurie, ça ne passe pas. Le sentiment d'abondance est installé. On a tous des fûts de gasoil et d'essence chez soi, donc c'est très dangereux, aussi bien pour l'environnement que pour la sécurité de la population. J'espère qu'il y aurait quelqu'un qui pourra reprendre la station, parce que là, si c'est pour commander directement à Total, c'est un peu compliqué pour moi quand même. Bien évidemment, le moteur de l'économie locale a quelques tout-sautements. L'île accueille actuellement un charter de touristes helvètes. En ce moment, il y a beaucoup de touristes. Il y a les bateaux, il y a des sorties de baleines, il y a le tour de l'île, il y a beaucoup de prestations, de services. Et tout ça, on a besoin de gasoil. Aujourd'hui, nous recevons un groupe de touristes suisses. Ils sont plus d'une vingtaine. Ils veulent plonger pour observer les baleines. Nous appelons à ce que la station ouvre ses pompes comme d'habitude. Pour l'heure, aucune solution ne semble poindre à l'horizon. Le patron de la station renvoie tout le monde aux fournisseurs. Contacté, le directeur général de la compagnie n'a pas souhaité répondre à nos questions. Et en attendant le ravitaillement du Tuapa mercredi, le maire de Rurutu a conseillé à chaque famille d'acheter au moins un fût pour leur consommation. On reste dans les îles. À Hivaoa, on l'a annoncé dans vos journaux, 2 ATR étaient immobilisés depuis jeudi dernier. Les passagers ont été logés dans les pensions de l'île. Les mécaniciens d'Air Tahiti dépêchés sur place ont pu réparer l'un des appareils. Une situation qui coûte très cher à la compagnie Air Tahiti, comme l'explique le PDG Manate Viviche à Pierre-Emmanuel Garou. Au niveau de la prise en charge des hébergements des passagers qui doivent être relogés, voilà, il y a déjà cet aspect-là, mais ensuite, après, derrière, il y a le coût du dépannage. Nous sommes Air Tahiti dans un réseau très particulier. Nous avons un centre de maintenance unique qui est basé à Papeete, et quand il y a un avion qui tombe en panne à l'autre bout de la Polynésie française, eh bien, il faut aller le dépanner. Donc, ça suppose l'affrètement dans l'appareil, le positionnement des équipes de dépannage sur place et le traitement de la panne ensuite après sur place. Voilà, et on imagine également que cela n'est pas bon pour le tourisme de l'archipel. Un tourisme tout de même en hausse pour la Polynésie, on vous le disait la semaine dernière, lié essentiellement aux touristes en provenance d'Europe et des États-Unis, mais les Asiatiques restent 3e au classement des visiteurs du Fénois. Selon l'ISPF, sur les 17 000 touristes en 2017-2018, dont 12 000 Japonais, près d'un quart désertent la destination polynésienne. Les explications d'Ismaël Tahiata Ubealia.
Moins 23% de Chinois et moins 22% de Japonais, le nombre de touristes asiatiques a beaucoup baissé en ce second trimestre de 2019, si l'on compare avec les chiffres de l'année dernière à la même période, soit près d'un quart de touristes asiatiques en moins. La faute à la concurrence de certaines destinations comme les Maldives ou les îles Hawaï. Je sais que les touristes qui me disent qu'il y a plein de choix, justement, plein de choix de voyage au Japon, moins cher, et des packages qui ressemblent aussi de Tahiti, mais c'est beaucoup moins cher. Voilà, dans les îles, au niveau, voilà, de l'Indonésie et tout, ça coûte beaucoup moins cher. La liaison nippone est assurée par ATN à raison de 2 jours par semaine, c'est peu. Mais la société à la Tiare ne peut faire plus, même si la route aérienne de Narita rapporte chaque année près de 6 milliards de chiffres d'affaires au tourisme polynésien. Aujourd'hui, c'est une route qui nous coûte à peu près 1 milliard par an. Donc c'est clair qu'il faut prendre des dispositions sur la route. C'est pas une question de concurrence, c'est une question qu'aujourd'hui, effectivement, cette route peut un problème. Soit on arrive à relancer ces marchés-là et à remplir un peu mieux nos avions, soit effectivement il y a d'autres solutions à trouver mais c'est des solutions encore une fois trouvées avec l'industrie touristique en son ensemble. Il y a une dizaine d'années, la clientèle asiatique sur Bora Bora représentait 25%. Aujourd'hui, presque moitié moins. Heureusement pour cet hôtel, le marché nord-américain est là pour redresser la barre. Aujourd'hui, pour un séjour de 8 jours, 6 nuits, un couple va dépenser 1 million d'yens, donc 1 million de francs pacifiques à peu près. Et c'est vraiment le maximum, on s'en rend compte. Aujourd'hui, à prestations équivalentes sur les Maldives, il faut savoir qu'on n'a plus le monopole des bungalows pilotis. Aujourd'hui, sur les Maldives, on est à peu près 20% moins cher. Des structures d'accueil insuffisantes en haute saison, des vols limités et surtout des prestations locales très onéreuses. Difficile dans ces conditions de faire face à la concurrence lorsque le coût de la vie ici est 4 fois plus élevé qu'ailleurs. Voilà, le choix est donc vite fait. C'est d'ailleurs ce que pointe du doigt l'autorité de la concurrence dans son dernier rapport concernant les mécanismes d'importation et de distribution des marchandises en Polynésie. Avec nous justement Stéphane Ratino, où nous sommes donc par rapport aux autres territoires des Outre-mer français. Oui, sur le pouvoir d'achat, on va regarder ça avec un classement qui fâche un petit peu. On va tousser parce que vous allez le voir sur l'infographie, ici, c'est là où ça coûte le plus cher. Lorsqu'on ramène les prix comparés avec la métropole, 38,5% plus cher qu'en France, à Paris, Montpellier, Marseille. La Calédonie, nos voisins, 33%. Et puis, là où c'est le moins cher en comparaison avec la métropole, c'est l'île de la Réunion, 7,1%. Alors, il y a plusieurs explications qui nous sont données. La géographie, on est loin, on est au cœur du Pacifique Sud, donc il faut venir ici. Donc la logistique, ça coûte. L'organisation des marchés, c'est pas la concurrence pure et parfaite des modèles classiques qu'on connaît. Également un rapport de force culturel. Ici, il n'y a pas d'organisation des consommateurs pour faire pression sur les producteurs. Donc de fait, le champ est libre. Et dernier élément, la dimension numérique. À La Réunion, il y a 1 million de consommateurs et vous comprenez bien que ça change la donne lorsqu'on s'adresse à quelqu'un qui vend. Et quand on regarde l'évolution, Stéphane, les prix ont grimpé sur la dernière décennie. Oui, effectivement, et c'est très très net. On a pris 2 exemples. Le panier polynésien, on l'a comparé également au prix au niveau français. Vous achetez pour 10 000 francs de francs pacifiques, 10 000 francs de produits en métropole. Pour le même panier ici, ça coûtera 10 470. C'était en 2010, donc 4,7% plus cher sur le territoire de Polynésie. 2016, là vous voyez, ça explose, la même chose, mais 19% plus cher qu'en métropole. Un panier polynésien, donc avec des produits locaux, il faut savoir que pour les Polynésiens, les plus modestes, ça représente quasiment 33% du budget mensuel, c'est dire que ça coûte. Et puis, on s'est amusé également avec le travail mené par l'ISPF à regarder le panier des pop-up. Vous savez, lorsque vous êtes ici, vous avez un peu la nostalgie du pays, un peu de vin, un peu de fromage, etc. Donc en 2010, ça coûtait 51,2% plus cher qu'en métropole pour le même panier. Et là, ça a augmenté également. Cette fois-ci, on est à 55%. Vous le voyez, les chiffres sont donc un petit peu rouges lorsqu'on s'amuse à la comparaison. Il y a structurellement donc des coûts plus chers, mais il y a peut-être aussi des pistes à observer. C'est ce que nous propose Jacques Méraud, c'est le patron de l'autorité de la concurrence ici sur le territoire. Nous l'écoutons. Compte tenu de la situation de la Polynésie, des éléments objectifs qui font que les prix seront de toute manière toujours plus élevés en Polynésie qu'ailleurs. Et nous, ce qu'on s'est astreint à montrer, c'est que à différents stades, il y a des petites possibilités d'évolution. Alors, ou bien c'est du réglementaire, ou bien c'est du
un jeu sur la structure des marchés. En tout cas, on pense qu'il ne peut pas y avoir de réforme réglementaire efficace s'il n'y a pas simultanément une action sur les structures de marché. Stéphane, pouvez-vous nous détailler comment se compose donc le prix des produits que nous achetons? Oui, on va faire de la microéconomie, ça va répondre aux observations du président de l'autorité de la concurrence. On va regarder sur 100 francs de produits ce qu'il y a à l'intérieur, le coût. Premier élément, vous allez le voir, c'est 27 francs qui sont donnés aux fournisseurs. La logistique, le transport, 8 francs. Taxe, TVA, 21%. Et puis la marge, surtout 44 francs. La marge, ce n'est pas les bénéfices de celui qui exporte, de celui qui vend. C'est l'ensemble des éléments qui vont concourir à faire fonctionner le commerce, les salaires, les ateliers, etc. Donc, d'après l'autorité de la concurrence, il y a peut-être des éléments sur lesquels on peut jouer. La marge, évidemment, 44% du prix du produit. Les taxes, là, on verra avec le pays. Il faut savoir que les taxes indirectes, c'est 60% du budget du fonctionnement du territoire. Et éventuellement, le transport, à condition d'avoir des infrastructures qui sont à la hauteur. On parlait de classement au début de ce commentaire. Eh bien, il faut le savoir qu'on est aussi sur la plus haute marche de l'outre-mer et même de métropole au niveau de la croissance. On est à 2,5%. Et ça, c'est un élément qui peut donner du souffle et de l'audace. Chiquita. Stéphane, merci beaucoup pour cet éclairage. En sport, nos taekwondoïstes de la Fédération polynésienne, ils ramènent 5 médailles d'or, 4 en argent et 4 en bronze. C'est dire à quel point nos athlètes ont brillé sur les tatamis de Long Beach à Los Angeles lors des Jimmy Kim Invitational Taekwondo Championship qui se sont déroulés samedi. Avant de clore ce journal, comme promis, nous partons au cœur de l'atoll de Tatakoto, situé à 1600 km de Tahiti. La commune dispose d'un minimum de matériel pour traiter divers déchets et la population a décidé de trier et de revaloriser tout ce qu'elle pouvait, histoire de préserver cet espace de terre d'à peine 7 km². Le reportage à Tumukuru d'Inacio Rabeino et Jacques Damour. Domino et Tanguy sont originaires de Tatakoto. Ils ont gardé quelques réflexes du temps passé à Tahiti pour leur scolarité, notamment le tri des déchets. Si tu ne tries pas, les déchets, ça reste à mon parc là, et ça pollue, c'est pas bien. Des déchets qui sont valorisés autant que possible sur cet atoll isolé de l'archipel des Tuamotu. Objectif, limiter l'empreinte carbone en ne renvoyant sur Tahiti que les déchets qui ne peuvent pas être traités localement. La commune s'est équipée d'une broyeuse à verre. Le verre n'est pas le déchet le plus invasif, mais c'est déjà ça de gagner. Pas tous les jours on fait ça. On faut rassembler les bouteilles, aller dans le big bag, on rassemble tout. Sinon on va dans les, comme vous voyez dans les mains, les petits farés là, les poubelles, on trie. On trie d'abord. On peut mettre ça, les bouteilles dans la capsule. On enlever la capsule, après, voilà. Ça va abîmer nos appareils. Résultat, du sable, de la silice plus exactement, cette matière sera rajoutée au ciment lors de futures constructions. Les canettes, elles, ne sont pas recyclées sur l'atoll. Avec le plastique, c'est l'un des emballages que l'on trouve le plus fréquemment en Polynésie, mais il est hors de question de les renvoyer telles quelles à Tahiti. Elles sont donc mises sous presse. C'est bon. Nous les avons ramassées. Nous faisons un premier tri avant de les vider complètement. Ensuite, elles seront nettoyées, triées et stockées. Et quand nous en avons suffisamment, nous les conditionnons. Un travail de conditionnement fastidieux, mais nécessaire quand on est situé à plus de 1600 km de Tahiti. Nous allons les mettre de côté et quand le bateau va arriver, nous les chargerons à bord. Des opérations nécessaires pour faire de ce havre de paix une destination touristique. L'un des plus gros paris de ses habitants, c'est d'ancrer ces nouveaux comportements dans le quotidien d'un atoll qui ne manque pas d'atouts. Voilà, juste après ce journal, ne manquez pas votre magazine Patitifa consacré à une tradition qui se perpétue à Rurutu au travers d'un mariage traditionnel. Découvrez les rites du Umuai, un moment convivial propice à la réunion familiale et communautaire. Demain également, il sera question d'écomobilité avec votre invité café Lucien Pommiez, directeur des transports terrestres. Il viendra nous parler du forum prévu mercredi à l'Assemblée.
Je vous rappelle l'info principale de cette édition. Sabine Boiron reste à Outania. Quant à Thierry Barbillon et Marc Ramel, eh bien, la Cour d'appel a accordé leur demande de remise en liberté. Une petite victoire pour l'avocate de l'homme d'affaires maître Eftimi Spitz. Thierry Barbillon et l'ex-gérant du OUT sont tous les deux sous contrôle judiciaire et ont interdiction de quitter le territoire. Le procès en appel est prévu en janvier prochain. À la une de vos quotidiens, la dépêche titre « Quand un youtubeur filme nos infractions », Tahiti Info, Barbillon libéré après 25 jours. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci aux téléspectateurs et internautes de nous rester fidèles. 5h30, l'info radio, c'est avec Carlos Natua et Ibrahim Amenazi. À suivre votre magazine Patitifa, consacré à l'île de Rurutu, gardien du traditionnel Umuaï. 20h20 à Haman-Ona. Très belle nuit à vous sur la première. À demain. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.